cher maître, bonsoir, chers collègues. Nous avons l'honneur de vous présenter sur les infections à VIH de l'enfant. Ce cours a été préparé par Dr Mohamed Ematoulaye, Dr Kartio Afa et moi-même Dr Balde Aïssatou Baylou. Diapo. Pour la réalisation de ce travail, nous avons adopté le plan suivant, en grande généralité dans laquelle nous ferons une définition, intérêt et quelques rappels, et ensuite les signes, le diagnostic, le traitement, et nous terminerons par une conclusion. Ainsi, par définition, nous dirons que le VIH est une affection chronique due au rétrovirus VIH1 ou VIH2, responsable d'un déficit immunitaire chez l'autre. Le sida correspond au stade de la maladie déclarée à l'infection à VIH, secondaire à une infection bactérienne sévère, des infections opportunistes à rapport avec un déficit immunitaire. Les séropositifs sont des personnes qui sont contaminées par le VIH. Comme intérêt, c'est une pandémie mondiale. Deux virus sont responsables, à savoir le VIH1 qui est nettement plus pathogène. Plusieurs sous-types sont responsables, le type A, B, C et D et E. Le sous-type A est le plus souvent fréquent en Afrique de l'Ouest. Le VIH2 est beaucoup moins agressif, évolue peu vers le stade sida en pédiatrie, seulement 2,5% dans la cohorte pédiatrique. Sur le plan épidémiologique, le rapport 2020 de l'ONU sur le sida a rapporté 79,3 millions de personnes ont été infectées par le VIH depuis le début de l'épidémie. 37,7 millions de personnes vivaient avec le VIH, soit 36 millions d'adultes, 1,8 million d'enfants de 0 à 14 ans. 53% de l'ensemble des personnes vivant avec le VIH sont des femmes et des filles. De toutes les personnes vivant avec le VIH avaient accès au traitement, soit 74% des adultes de 15 ans et plus, 54% des enfants de 0 à 14 ans, 67% des personnes vivant avec le VIH résidaient en Afrique subsaharienne. Sur le plan thérapeutique, la généralisation des ARV ces dernières années ont considérablement modifié le taux de suivi et de transmission. Dans le monde, 28,2 millions de personnes vivant avec le VIH recevaient un traitement antirétroviral en 2020. Le taux mondial de couverture était de 73% en 2020. Le taux d'accès au traitement antirétroviraux parmi les enfants, soit 54%, est très inférieur à celui des adultes qui était à 74% et des femmes enceintes qui étaient à 85% en 2020. Sur le plan thérapeutique, les enfants continuent de courir un risque très élevé de mourir du sida, comme en témoignent les 95 000 décès d'enfants estimés en 2020. Nous allons faire un petit rappel sur la structure du VIH. Le VIH appartient à la famille des rétroviridés, à la sous-famille des orthorétrovirinés et au genre Lanthus. Le VIH1 est identique à celle du VIH2. Seuls les poids moléculaires des protéines et enzymes sont différents. Les particules sphériques mesurent à peu près 90 à 120 mm de diamètre, possédant deux protéines d'enveloppe, la glycoprotéine de surface et la glycoprotéine transmembranaire. Le code viral contient deux brins d'acide ribonucléique linéaire de polarité positive ainsi que trois enzymes virales nécessaires au cycle de multiplication, la transcriptase inverse ou rétrotranscriptase, l'intégrase et la protéase. Sur cette diapositive, voici à quoi ressemble la structure de VIH que nous avons expliqué précédemment. Le cycle de réplication du VIH peut être divisé en deux étapes. Utile pour rendre ces cellules hôtes les protéines présentes à sa membrane et celles à ces cellules hôtes. La protéine virale GP120 possède en effet un domaine de liaison. Un domaine de liaison de la protéine CD4, le virus est ainsi capable de se fixer spécifiquement aux lymphocytes 4 qui portent cette protéine à leur membrane. Cette fixation de GP120 à CD4 conditionne l'ensemble des étapes permettant la pénétration de la nucléocapsidase virale dans le lymphocyte.
La fixation de GP120 à CD4 permet de démasquer une autre protéine membranaire virale. Le GP41, celle-ci s'insère alors dans la membrane du lymphocyte permettant de fusionner les deux membranes et ainsi d'entrer dans la cellule, ainsi d'entrer le virus dans la cellule. Le cycle de réplication du VIH1 est complexe et peut être divisé en 6 grandes étapes. L'entrée du virus dans la cellule hôte, la décapsulation et la rétrotranscription, l'intégrase, la transcription du génome proviral, la transcription des ARN messagers et l'assemblage des protéines virales, le bourgeonnement et la maturation des particules virales. Sur cette diapositive, c'est ce que nous venons d'expliquer, le cycle de réplication du VIH. La spécificité immunologique chez l'enfant, les lymphocytes il y a une lymphocytose physiologique à la naissance qui décroît jusqu'à l'âge de 5 ans, correspondant à la valeur de l'adulte. La valeur absolue du taux de ces Excusez-moi, j'avais un problème de connexion. Je parlais sur la spécificité immunologique chez l'enfant. Nous avons une lymphocytose physiologique à la naissance qui décroît jusqu'à l'âge de 5 ans, correspondant à la valeur de l'adulte. La valeur absolue des lymphocytes TCD4 décroît à la naissance à l'âge de 5 ans. À l'inverse, le pourcentage de lymphocytes CD4 dans la population lymphocytaire est constant. Le pourcentage de CD4 est utilisé pour la surveillance dans la progression de l'infection chez les enfants dont l'âge est inférieur à 5 ans. Diapo. La transmission de VIH chez l'enfant. Nous avons plusieurs modes de transmission, à savoir la transmission mère-enfant, le groupe à risque c'est le fœtus, le nouveau-né, le nourrisson, la transmission sexuelle, la transmission sanguine avec les autres produits contaminés à travers la transfusion et les instruments souillés. Diapo. Diapo. Les facteurs de risque de transmission. Les facteurs de risque de la transmission. Avant l'accouchement, le risque, c'est la sévérité de la maladie chez la mère, le taux de CD4 qui est bas, la charge virale du VIH qui est très élevée, la primo-infection pendant la grossesse. Pendant l'accouchement, le risque, c'est la rupture prématurée des membranes, l'accouchement par voie basse si la charge virale est élevée, l'exposition de l'enfant au sang maternel. Après l'accouchement, le risque, c'est l'allaitement maternel, les pathologies du sein, les lésions buccales du nourrisson. Les signes, nous avons pris comme type de description la forme lentement évolutive de l'enfant. Comme circonstance de découverte, on peut dépister la maladie à l'occasion d'un dépistage des enfants chez la mère séropositive. À la recherche systématique chez un enfant tuberculeux, le dépistage devant un ou des signes évocateurs ou spécifiques de la maladie vers l'âge de 2 à 3 ans. Au stade de maladie, les signes évocateurs de l'infection à VIH sont le retard de croissance staturopondérale qui est constant, le risque accru de malnutrition avec diminution des apports, augmentation des pertes et l'augmentation du catabolisme. Les lymphadenopathies généralisées persistantes sans cause apparente, le plus fréquent sont les adénopathies axillaires cervicales. Nous avons aussi une hépatosplénomégalie, les parotidites uni ou bilatérales persistantes non inflammatoires. On peut aussi avoir des signes récurrents qui sont plus sévères, de plus longue durée, caractérisés par des infections bactériennes, virales, parasitaires, mycosiques de différents organes. Les infections ORL, à savoir l'otite moyenne suppurée chronique, la parotidite bilatérale, les infections respiratoires basses, la bronchite chronique, la pneumonie, les infections digestives, diarrhée persistante, candidose orale, souvent tendue et récidivante.
Les infections cutanées, à savoir la gale Robert, le prurigo et le molluscum contagiosum.